Ce jour où les syndicats doivent être reçus au ministère du Travail pour un nouveau cycle de discussion sur le projet des retraites. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Jean-Luc Mélenchon, ce matin, le Premier ministre se dit confiant sur un compromis. Même si vous n'êtes pas d'accord avec le projet de retraite, c'est une position d'ouverture, de dialogue que voilà. Oui, des fois, il allait quand même pas dire, écoutez, allez vous faire voir, je maintiens mon affaire. Mais je veux quand même vous dire que tout à l'heure, là, en préparant l'émission, j'écoutais attentivement ce que disaient les collaborateurs d'Europe 1 qui découpaient le discours du Premier ministre. Il me semble, je ne sais pas si j'ai bien compris, mais les collaborateurs ici disaient que c'était ça que le Premier ministre venait de dire, que au fond, il était ouvert à toute bonne idée du moment que l'équilibre financier du régime des retraites se trouverait être protégé. C'est bien cela, vous avez bien compris. Bon, parfait. Donc si c'est ça, il y a matière à discuter, mais il faut prendre du temps. C'est-à-dire qu'il y a un certain double langage à ce moment-là, parce que si c'est ça qu'il pense, ça veut dire qu'on remet tout à plat. Donc l'idée même, c'est-à-dire il n'y a pas un a priori, son système à lui, la retraite par points ou rien, mais on rediscute de tout. Alors dans ce cas, il faut qu'il retire le texte, et quand je dis retirer le texte, pardon, mais cette fois-ci, je parle au sens concret du terme, puisque le texte d'un projet de loi est déposé devant le Conseil d'État. Enfin, donc, un texte à trous, Jean-Luc Mélenchon, avec des blancs, et l'essentiel restera à compléter en fonction des discussions. Vous savez bien comment ça se passe. Oui, je sais bien comment ça se passe, et c'est la raison pour laquelle je suis en alerte maximum, parce que quand vous déposez un texte, c'est pas pareil que quand il n'y en a pas. Par conséquent, trou ou pas, il pourrait retirer ce document, et puis on pourrait dire, bon d'accord, tout le monde se réunit, les partenaires sociaux, enfin, on appelle ça comme ça, les syndicats de salariés, les syndicats patronaux et peut-être d'autres, je ne sais pas, le Conseil économique et social. Et puis on dit, ben voilà, ce qui se présente devant nous, voilà quelle est la perspective, comment on y répond. Ça oui, mais ça demande plusieurs mois de discussion, parce que... C'est vrai que nous n'avons pas eu à cette discussion, hein. Des mois, 2 ans, dit-on, ce n'est pas suffisant ? Non, apparemment personne n'a parlé de rien. Moi je suis parlementaire, je sais bien que dans l'esprit de beaucoup, le Parlement ne compte plus, n'a pas d'importance, mais nous n'avons jamais été saisis d'un seul mot de cette discussion. Hein. On a entendu dire à intervalles réguliers M. Macron qu'il était partisan de la retraite à points, mais personne ne savait au juste ce qu'il comptait faire. Nous sommes opposés au système de retraite à points pour des raisons qui ne sont pas idéologiques, pour des raisons qui sont concrètes, matérielles, qui concernent la vie des gens. Nous n'avons jamais cru à cette propagande sur le thème à bas les régimes spéciaux, parce que, comme l'a dit Christian Jacob, qui n'est pas spécialement un ami politique, hein, puisque c'est Vous avez de drôles de références ce matin. Mais oui, mais pourquoi pas ? Je cite tout ce qui est dans le paysage. Monsieur Jacob dit au président de la République, maintenant arrêtez, ce que vous faites n'a plus de sens. Pourquoi ? Parce qu'il a démarré avec l'idée qu'on allait abolir les régimes spéciaux. Mais il n'y a que des gens très superficiels pour croire que les régimes spéciaux existent par une espèce de faveur, de privilège. Non, c'est le résultat de toute une histoire. Les gens savent qu'on ne peut pas mettre un pilote de chasse dans un avion de chasse à plus de 60 ans. Voyez-vous, ça tout le monde le sait. De même qu'on ne peut pas laisser un cheminot dans une cabine de pilotage entre 63 et 66 ans. On va parler du fond, oui. C'est le plus important. Là, Jean-Luc Mélenchon, ouais, mais vous y êtes et on va continuer à le faire. Mais la forme quand même rejoint souvent le fond et vous connaissez bien le sens des mots. On ne peut pas vous reprocher à vous de ne pas le connaître. C'est pour ça qu'on a été étonnés de vous entendre, oui, au lendemain des vœux d'Emmanuel Macron prononcer cette phrase. Une déclaration de guerre, c'est ce que vous avez dit après les vœux d'Emmanuel Macron qui maintient sa réforme quand même. Les mots ont un sens. Oui, les mots ont un sens. Vous le connaissez ? Bien sûr. Alors, moi, je suis omniscient, comme chacun le sait, et donc je ne commets jamais aucune erreur. Enfin, exagérons votre langue a-t-elle fourché ? Ça a dépassé votre pensée ? Pas du tout, mais je m'amuse maintenant, comme littéraire que je suis, de cette guerre des mots, qui fait que chaque semaine, on trouve un mot dans un de mes discours, et moi, bon, ça fait mes affaires, parce que du coup, on parle. Alors, on parle. En effet, j'estime que le président de la République, qui a en face de lui des hommes et des femmes qui, pour certains, sont en grève depuis un mois, dont il peut, même s'il n'en a aucune connaissance personnelle, avoir entendu dire ce qu'est la souffrance d'être en grève, d'être gêné par la grève aussi, et qui a pour toute réponse, eh ben écoutez, moi, salut, je vous reverrai le 9 janvier, on verra, et d'ici là, si vous vous enragez, vous le paierez. Eh bien, j'estime, et surtout qu'ajoute, je ne changerai rien. Je fais mon truc, j'ai décidé une fois pour toutes, c'est comme ça, et c'est pas autrement. Eh bien oui, c'est une attitude d'une violence, d'une dureté, qui n'entend pas ce que dit la souffrance de la lutte, il ne l'entend pas. Peut-être que vous n'entendez pas, pardonnez-moi, Jean-Luc Mélenchon, le même peuple ou la même partie du peuple, parce que vous dites d'ailleurs, des piquets de grève quand vous y êtes, grévistes, courage, le peuple est avec vous.
Oui, mais une partie du peuple, c'est ce que vous oubliez. Ah oui. Ah ben on est en démocratie, donc tout le monde n'est pas d'accord. Donc vous ne parlez pas de cette France silencieuse qui veut que la situation sociale s'apaise, qui veut travailler, qui souffre de ce contexte social. Moi aussi, je suis pour que la situation s'apaise. Vraiment, en parlant de déclaration de guerre Oui, je parlais du président de la République, pas de moi. Moi, j'ai déclaré la guerre à personne. La grève, elle n'est pas le fait des grévistes, elle est le fait de la décision d'imposer un système de retraite dont ne veulent pas les Français. Parce que d'habitude, on me lance au visage les sondages. Allons-y cette fois-ci. Vous avez les 2/3 des Français qui sont contre. Je vous parle d'une autre France. Vous le reconnaissez d'ailleurs, cette France silencieuse. Écoutez, je sais que toujours, il y a des pour et des contre. C'est le propre de la démocratie. Et l'art de gouverner ne consiste pas à assommer ceux avec lesquels vous n'êtes pas d'accord. C'est autre chose. C'est le sens du compromis, de la manière de trouver, surtout de produire des arguments qui soient des arguments convaincants, pas des arguments de mystification. Quand vous dites aux gens le régime de retraite va être déséquilibré financièrement, ce n'est pas vrai. Quand vous dites il est impossible de raccourcir la durée au travail, ce n'est pas vrai. Nous pouvons faire la démonstration du contraire. On peut financer sans qu'il en coûte exagérément, ou même sans qu'il en coûte du tout. Je vous prendrai le seul exemple du fait que tous les Français payent aujourd'hui pour la dette sociale. À partir de 2024, cette charge disparaît, la somme collectée est toujours là, et elle suffit plus qu'amplement à compenser les manques. Vous venez de dire, Sonia Mabrouk, qui est un cadre, et un cadre supérieur comme moi, on va dire. Oui, vous plus que moi, parce que vous gagnez mieux que moi. Mais bon, peu importe, vous voulez qu'on se lance dans les... Mais je sais ce que vous allez dire sur les cadres supérieurs, et c'est intéressant, Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi ? Parce que certains cadres supérieurs, ce matin, sur Europe 1, vous écoutent, et vous les mettez dans les perdants de la réforme. Pourquoi ? Parce que, voilà, jusqu'à 2 fois le plafond de la Sécu. Jusqu'à présent, vous continuiez à cotiser jusqu'à 8 fois le plafond de la sécurité sociale, et puis vous aviez des droits à la retraite là-dessus. Donc ça, c'est déjà dans leur feuille de paye. La réforme est la suivante. À 2 fois le plafond, terminé. Vous ne cotisez plus et vous n'avez plus de droits particuliers. Mais les gens qui ont ces payes, faut que tout le monde le comprenne. Celui qui a, ou celle qui a 10 000 par mois, alors ça peut faire beaucoup quand on regarde ça depuis le SMICAR, et c'est vrai que c'est beaucoup. Mais en attendant, celui qui les a, il les a pas volés. Donc il les a gagnés par son travail. Or, il va falloir qu'il cotise à un système d'assurance privée. Donc ça veut dire que c'est maintenant que vous paierez plus cher que vous ne payez pour la sécurité sociale de tout le monde. Ça fera donc du pouvoir d'achat de moins dans le circuit. Les commerçants peuvent commencer à se préoccuper. Et deuxièmement, avec l'espoir un jour de retrouver le niveau de votre paye. Vous oubliez de dire quelque chose. C'est vrai que le manque à gagner en cotisation pour les régimes complémentaires s'élèverait à environ, je crois, 5 ou 7 milliards par an. Mais ce que vous ne dites pas, Jean-Luc Mélenchon, c'est que les régimes complémentaires feraient également des économies dans la mesure où il n'aurait plus de pension à verser à ce public des cadres supérieurs. Eh oui. Oui, d'accord. D'accord. Oui, non, mais attendez, là, vous faites une... pardon de vous le dire, il y a des économies. Non, mais vous dites que ça peut... Non, madame Mabrouk, tous les économistes vous le diraient. Tous les économistes, non. Ça, j'affirme, et j'espère qu'il y aura des fast-trackers, je sais pas comment on dit, qui vont aller vérifier ça. Fact-checker, oui. Tous les économistes ne disent pas ça, et notamment les économistes atterrés vous feront la démonstration que la cotisation que vous allez donner quand vous êtes un cadre supérieur va vous être retirée de votre déclaration d'impôt. Donc, c'est les autres qui vont payer à votre place. Et quand vous toucherez votre pension, eh bien, 70% de cette somme sera déduite de vos impôts. Ça commence à faire beaucoup pour tous les autres. Et j'ajoute ceci, comme vous ne cotiserez plus au régime général, eh bien, il manquera les cotisations au régime général. Et là, il y en a pour plusieurs milliards. Et donc, c'est cette réforme-là qui va mettre en déséquilibre le système de la sécurité sociale. Même si les régimes complémentaires feraient également des économies, mais les régimes complémentaires, c'est d'une autre nature. C'est une assurance privée, le régime complémentaire. Tandis que le régime général, c'est tout le monde. Donc, madame Mabrouk, il ne faut pas se soucier que de soi et de sa classe. Il faut s'occuper aussi des autres. On vit dans un monde ensemble. C'est vous qui avez pris l'exemple, monsieur Mélenchon des hauts cadres. Vous ne pouvez pas, madame Mabrouk, faire tourner cette émission s'il n'y a pas des gars pour vous mettre la lumière, le chauffage, le micro et le reste. Un invité pour répondre aux questions. Et merci, je vous remercie d'être là. Mais ça veut dire, quand vous parlez des hauts cadres, Jean-Luc Mélenchon, et ça c'est important, que selon vous, il y a de fortes chances qu'ils puissent souscrire à des plans d'épargne retraite par capitalisation. On y arrive. Vous faites de la capitalisation un scénario noir. Oui. Mais vous oubliez de dire quelque chose. Combien il y a de millions de Français qui ont des plans d'épargne retraite ? Oui, justement. 12 millions, monsieur Mélenchon, ça en fait du monde. Oui, en effet, vous avez raison. Ils n'ont pas peur de ce scénario noir. Vous ne savez pas, madame, ce qu'ils pensent, parce que personne n'a jamais été leur demander. Ils y souscrivent quand même librement. Madame. Oui, ils y souscrivent librement, nous sommes bien d'accord. Mais écoutez-moi,
l'idée de la sécurité sociale, c'était que tout le monde était dans le régime universel et par sa cotisation acquérait des droits de cette manière. C'était pas la multiplication des régimes complémentaires qui ne sont là. Madame, ne me dites pas que si vous en avez un, vous le faites par plaisir, vous le faites par obligation. Si vous pouviez vous en passer, vous vous en passeriez. Par conséquent, la bonne idée, c'est le régime dans lequel tout le monde cotise et tout le monde reçoit. Voilà. Et moi, c'est ça que je défends. Et j'ajoute que tous les régimes par capitalisation présentent un danger mortel pour la retraite. Regardez ce qui s'est passé aux États-Unis. Personne n'en parle, mais en 2008, tout s'est effondré. Et des dizaines de caisses de retraite particulières se sont effondrées. Les gens n'ont plus rien après ça. Plus rien. Vous avez cotisé pour rien. Parce que, mesdames, messieurs, l'argent ne voyage pas dans le temps. Il est à l'instant où il est, et le jour où la bourse s'effondre, votre retraite avec. Certes, mais de là à présenter BlackRock France ou BlackRock de manière générale comme le côté obscur de la force, l'ombre de la retraite par capitalisation, on a oublié de dire, Jean-Luc Mélenchon, que BlackRock ne gère pas de fonds de pension, que c'est un nain en France. Oui, bon. oui, j'ai entendu. Non, je croyais que c'est la France qui était une... Non, pas du tout. Mais ne caricaturez pas le point de vue anticapitaliste, parce que les merveilles du système que vous défendez à cette occasion sont en train de détruire la planète. Je ne le défends pas. Non, mais bon, je rappelle des faits. Je comprends, mais n'ironisez pas sur ceux qui y sont hostiles. Je suis hostile au capitalisme parce qu'il détruit les êtres humains et la planète. Et donc, mon combat personnel est dans cette branche-là, et avec moi, des millions d'êtres humains qui pensent comme moi. Donc, écoutez-nous quand nous lançons une alerte. La société n'a rien à gagner à épuiser les gens au travail. Personne n'a rien à y gagner. Tandis qu'un équilibre plus serein permet à chacun de participer à la vie commune et y apporter sa petite part de bonheur. On ne gagne rien à surexploiter les gens. Sonia Mabrouk, je suis sûr que vous avez vu ça une fois dans vos vacances ou en vous déplaçant dans le monde. Quand vous voyez une personne de 70 ans remplir des petits sacs à la sortie d'un supermarché parce que c'est son seul revenu, eh ben vous avez le cœur brisé. Monsieur Mélenchon, tout le monde est sensible à ça. Voilà. Mais donc, tout le monde, attendez, défend ses idées ou ses convictions dans la légalité, par le combat social et démocratique. Absolument. Pourquoi alors vous étiez hier à Grandpuits avec les grévistes qui appellent au blocage des raffineries? Vous savez que ce n'est pas légal. Non, parce que arrêter le travail est un droit constitutionnel. Empêcher le travail des autres ou la circulation de camions dans des sites pétroliers est illégal jusqu'à nouvel ordre. Bon, écoutez, vous allez leur expliquer. Mais ces gens-là, posez-vous la question de savoir pourquoi ils font ça. Posons-nous-la. Ce sont de braves gens. Ils sont en grève depuis 34 jours. Et la réponse qu'ils ont reçue du président de la République, c'est « j'en ai rien à fiche de vous et de ce qui vous arrive, je continuerai mon truc ». Donc ils montent le ton. Ça fait 34 jours qu'ils auraient pu bloquer tous les camions. Et il n'y aurait plus une goutte d'essence dans ce pays, ils ne l'ont pas fait. Ils ont fait preuve de sens des responsabilités. Mais comme on les provoque, alors ils montent le niveau de la mobilisation. Il ne faut pas les traiter comme des délinquants. Ils ne le méritent pas. Ce sont de braves gens, je le répète. Pères et mères de famille. Auquel vous appelez à la responsabilité. Je vous entends, Jean-Luc Mélenchon. Oui. Vous leur dites, vous êtes en train de mettre vos familles entre parenthèses, vous êtes en train de perdre de l'argent, attention, il ne faut pas aller vers une... Non, je dis aux autres, vers aux un puissants... durcissement trop fort, oui. Non, aux importants, aux puissants qui croient qu'ils peuvent broyer les petites gens. Je leur dis, il vous en cuira. Ceux qui se sont obstinés, comme l'a fait par exemple François Hollande sur la loi El Khomri, le résultat c'est qu'ils ont été éradiqués politiquement. Donc réfléchissez-y, on ne gouverne pas un pays à coups de pied, ni à coups de matraque, ni en éborgnant les gens. Ce n'est pas comme ça. Il y a moyen de discuter, tous ces gens sont prêts à discuter, mais respectez-les. Ils vous disent qu'ils ne veulent pas de la retraite à point. Vous venez de dire, monsieur le Premier ministre, que votre seule ligne rouge c'est l'équilibre financier. Très bien, on arrête tout et on discute de ça. Et on discute, cette fois-ci officiellement, solennellement. Le Parlement en est saisi. C'est votre proposition. Voilà. Jean-Luc Mélenchon, que voulez-vous proposer d'autre que de la démocratie? Vous parlez des puissants. Je voudrais conclure sur deux éléments. Ouais. Un puissant déchu. Vous avez entendu son avocat tout à l'heure dans notre journal de 8h avec Mathieu Belliard, Carlos Ghosn. Est-ce que malgré tout, malgré ce que vous pouvez penser des puissants, est-ce que vous vous dites un traitement comme celui-ci au Japon, ce n'est pas normal? Qu'ils se défendent. Bien sûr. Qu'ils se défendent honnêtement. Mais Madame Mabrouk, je vous le dis très clair et net. Les droits de l'homme et les droits de la défense ne s'appliquent pas en fonction de critères de classe. Donc monsieur Carlos Ghosn y a droit comme tous les autres. La maltraitance à laquelle s'est livrée la justice japonaise est inacceptable. Je le dis pour lui comme je le dirais pour d'autres. Ça n'est pas une affaire de classe, les droits de l'homme. Carlos Ghosn a donc été maltraité et il faut prendre ça en compte. Il a eu raison de partir. Mais c'est ce qu'on a lu partout. Et puis après, vous connaissez un être humain qui n'essaye pas de s'échapper quand on le maltraite? Ça n'existe pas. Alors pourquoi lui serait le seul être humain à notre connaissance à qui ça serait indifférent d'être maltraité? Vous savez, quand mes amis s'évadent des prisons des dictateurs, je ne leur dis pas, écoutez, vous devez respecter la loi, retournez-y. C'est important, Jean-Luc Mélenchon. Vous n'êtes pas à géométrie variable par rapport ni aux classes, ni au statut, ni en fonction de chacun. C'est important de l'entendre. Mais c'est la base de l'humanisme. L'être humain a des droits qui sont des droits non négociables et ça s'applique à tout le monde. Mais après,
comme ce sont des droits égalitaires, ça veut dire que tout le monde est égal. Et le président de la République n'est pas d'une essence humaine différente de celle de ses compatriotes. Et par conséquent, il doit en tenir compte. Si je gouvernais le pays, je sais très bien que j'aurais droit à une opposition au moins aussi virulente que celle qu'on lui oppose. Mais je me soumettrai à la loi qui est de dire que la démocratie, c'est pas seulement savoir gagner, c'est aussi savoir perdre. Alors, monsieur Macron, vous avez perdu. Parce que le peuple français veut pas de votre truc. On verra tout cela. Alors, prenons ça par... Avec les discussions, moralement, il a perdu, Madame Mabrouk. On verra aux prochaines élections, Monsieur Mélenchon. Oui, rendez-vous demandez bientôt. à Hollande le bien que ça lui a fait, la loi El Khomri, de la passer en force. Je vais vous remercier et conclure sur un point important, parce que je sais que vous allez évidemment... Le 9, faut être dans la rue, les gens, écoutez-moi. Autre élément, c'est une tragique date d'anniversaire aujourd'hui, 5 ans après l'attentat de Charlie Hebdo. Il faut sans cesse rappeler, Jean-Luc Mélenchon, ne jamais oublier toutes ces victimes du terrorisme islamiste encore ces derniers jours. Dénoncer, oui, c'est un combat idéologique, il faut le mener aussi, Monsieur Mélenchon. Non, c'est pas un combat idéologique, il y a l'aspect idéologique, mais il y a l'aspect policier, matériel, et je préfère avoir des policiers qui courent derrière des terroristes que derrière des grévistes. Mais il y a aussi un combat idéologique contre les complaisances sémantiques, idéologiques de certains politiques et intellectuels. Oui, ça, vous avez raison sur le fait qu'il ne peut pas y avoir de compromis avec la théocratie. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, tout en étant profondément hostile à ce qu'a fait le président Trump, dégoûté par l'attitude du président de la République française qui s'est aligné sur lui. Je rappelle que l'hostilité aux États-Unis d'Amérique, qui doit être maintenue, la condamnation de ce qu'ils ont fait en Irak doit être maintenue, ne doit pas être, d'une manière ou d'une autre, une complaisance pour le régime théocratique de l'Iran, qui d'abord nie la démocratie aux Iraniens et aux Iraniennes, et en plus prétend détruire son voisin, l'État d'Israël, ce qui n'est nullement une contribution à la paix dans la région. On a passé beaucoup de sujets en revue. J'ai l'impression. Merci Jean-Luc Mélenchon. Ça faisait longtemps que vous n'étiez pas revenu sur Europe 1. C'est un plaisir de vous accueillir. Ça donne envie d'y revenir. Bon, vous aimez nos nouveaux locaux? Ouais, vous avez l'air d'avoir plus de place, mais vous devez sûrement, ça doit être en échange de plus de travail, donc ça doit être plus dur pour vous. No comment, 8h33.